ma préoccupation principale, c'est que on va, comme d'habitude, se concentrer, comme c'est normal et humain d'ailleurs, donc je veux bien que ce soit clair, mais qu'on va se concentrer sur l'émergence actuelle, ce qui est politiquement compréhensible, humainement compréhensible, mais politiquement, à mon avis, il ne faut pas arrêter de travailler sur les dossiers à moyen et long terme. Donc, tout d'abord, il ne faut pas oublier la fragilité générale de la Méditerranée. Et je me concentre sur la Méditerranée. Après, l'Europe a beaucoup aussi d'autres choses. Mais je me concentre sur la Méditerranée. Donc, tant qu'on focalise, j'y reviendrai sur la question Daesh, Syrie, mais pas seulement, j'espère qu'on ne va pas oublier les autres fragilités de la Méditerranée qui risquent, si pas bien suivies, d'empirer la situation et de nous prendre de surprise à nouveau. Je vous signale par exemple la situation au Yémen, dont on parle très peu, mais qui peut avoir des conséquences énormes, point de vue le contexte général que nous occupait avant cette crise dramatique, c'est-à-dire le côté migration-réfugiés. Or, si le Yémen ne tient pas debout et tous les signaux sont d'un pays déjà fragilisé à l'avant, mais maintenant, après l'attaque et la guerre Houthi, Arabie Saoudite, etc., on a déjà vu le week-end passé le plus grand exodus, 20 000 personnes, de Yémen à Djibouti, et donc pas à la nage, mais avec des petits bateaux, comme d'habitude. Évidemment, ils ne vont pas rester à Djibouti, il n'y a qu'une possibilité qu'ils restent à Djibouti. Évidemment, donc on repart jusqu'à la Libye, etc., etc. Donc, il y a là toute une situation qui nous échappe, qui peut-être ne sont pas nous que nous allons la régler, mais je dis tout simplement qu'il faut la tenir à l'attention parce que ça risque de revenir, disons, dans quelques mois. Et il faudrait éviter d'être à nouveau surpris d'une nouvelle vague, disons, de migration. Les autres éléments que je pense qu'il faut absolument soutenir, c'est par exemple, si on regarde la Méditerranée, juste pour pas... La Tunisie. La Tunisie, et donc les pays qui sont fragilisés, mais pas encore, disons, dans le drame du feu interne. La Tunisie, c'est un pays très proche de vous comme de nous, mais c'est un pays assez fragile. C'est un pays qui, même, ça fait 2 jours aussi, a eu un attentat terroriste, où le 7% du PIB, vous dites PIB, produit interne, le 7% du PIB, ça a été annulé par les attaques terroristes qui relevaient du tourisme, etc., etc., etc. Donc, notre appui et l'appui européen, moi, je pense qu'il doit être plus fort, soit en bilatéral, soit à niveau européen, parce que c'est leurs intérêts, mais c'est aussi le nôtre, de ne pas se retrouver devant un autre pays qui ne tient pas le coup et que pour des raisons qui sont très importantes, pas seulement symboliques, mais réelles. Je pense aussi qu'il y a une attention à tenir sur le Maroc et l'autre grand pays dont on connaît très peu, mais que moi je suis assez préoccupé, c'est l'Algérie. Tout simplement parce que l'Algérie a une économie qui ne produit presque rien, une économie sur l'exportation de matériel fossile, dont le prix, comme vous savez, est tombé à 40-50 $ et ça n'a pas l'air de remonter dans les prochaines années. Ce qui à nous, ça nous fait du bien, disons, à nos économies, mais il faut faire attention parce que d'autres pays sont en train d'être frappés pas mal. Donc, l'Algérie a un budget qui a été coupé de 50%. C'est un pays qui a des réserves, mais pas pour des années et des années. C'est un pays de 40 millions d'habitants avec un exploit démographique important. C'est un pays où les gens vivent de subsides de tout genre, que ce soit l'alimentation, la santé, les transports, l'éducation, et qui est un pays qui aura un budget qui aura vraiment du mal à garder le système actuel.
Tant et c'est vrai qu'ils commencent maintenant à couper les subsides. Les conséquences de ça, il faudra voir. D'autant plus que c'est un pays avec une scolarisation importante, parce que tout le monde avait des subsides pour aller à l'école, ce qui est très bien, mais qui fait qu'après, si vous ne trouvez pas de l'emploi, vous cherchez d'autres possibilités. Si vous passez de l'autre côté, je dépasse l'Égypte qui a des problèmes différents, mais je reviens, mais je garde la Jordanie et le Liban. Je n'ai pas besoin, j'imagine, ici chez vous, d'élaborer la question de la fragilité traditionnelle et en plus aggravée récemment de ce qui se passe en Jordanie ou au Liban. Donc, j'espère que tant qu'on fait face, disons, à la crise actuelle, mais j'ai aussi un acte d'espoir. Moi, je pense que Paris, la France, les Parisiens, l'Europe seront en mesure de bounce back, comme ils disent mes amis anglais, exactement comme New York, Madrid, Londres. Je pense que la résistance de resilience et la volonté d'aborder tout ça, ce ne sera pas moindre que dans les autres capitales européennes qu'on a vu bounce back, je ne sais pas comment vous dites en français, hein? Rebondir, et d'une façon aussi, je pense, exemplaire. Madrid, j'étais sur place à l'époque, il y a eu même une crise politique importante, le gouvernement a perdu les élections exactement 3 jours après, donc une crise institutionnelle importante, mais à la fin de l'histoire, disons, on a une résilience qui est importante à condition qu'on ne se fasse pas prendre par la panique et par des initiatives pas trop cohérentes, disons, ou voire contradictoires, mais j'y reviendrai après. Donc, n'oublions pas la Méditerranée dans toutes ses complications. Deuxièmement, n'oublions pas la crise réfugiés-migration. Elle va revenir. Elle va revenir parce que c'est une crise structurelle, c'est une crise mondiale, c'est une crise où même les Nations Unies nous disent qu'à l'intérieur de l'Afrique, c'est seulement 1 sur 10 des réfugiés qui essayent de venir en Europe. Le reste, c'est des intra-african de passage, disons, qui créent beaucoup de tensions en Afrique même. Regardez l'Afrique du Sud. Déjà, on est dans une situation de tension de l'Afrique du Sud par rapport aux immigrés qui arrivent de Zambie, etc., etc. Donc, deuxième question qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle va revenir, elle est ici avec nous, et je pense qu'on pourrait revenir tout ça. J'espère qu'on aura la capacité, finalement, d'aborder une politique possiblement européenne d'intégration. Et qu'on arrête tout simplement de se focaliser sur murs, barbed wires, comment vous dites, barbelés, frontières nationales, réallocation de 120 000 réfugiés en 2 ans, quand les dimensions ne sont pas exactement... Je comprends la position de principe et l'importance de principe, mais effectivement... Nous, votre commissaire Moscovici, je pense qu'il a dit des mots de réalisme quand il a dit, écoutez, il faut s'attendre à 3 millions d'étrangers d'ici à 2017. Donc, c'est évident qu'il nous faut une politique d'intégration qui fasse l'analyse de ce qui n'a pas marché, évidemment, et qui essaye de faire mieux. Tout étant clair, à mon avis, que aucun pays au monde, dans n'importe quel moment historique, a su intégrer les immigrés sans problème. Vous regardez tous les pays au monde, dans tous les moments historiques que vous voulez, intégrer l'immigration, les immigrés, et je parle des Italiens par millions, déjà pour commencer, la première génération a eu du mal, et pas seulement du mal, à être intégrés. Et les chiffres, par exemple, qui sortent de l'Allemagne, ils nous disent que seulement 8% trouvent un travail la première année qu'ils arrivent, mais une politique, si c'est efficace en termes de training, etc., ils arrivent à 50%
de rentrer dans le marché du travail dans les premières 4 années. Mais là, c'est la politique d'intégration dont on ne discute pas à niveau européen, tant et c'est vrai qu'on ne discute même pas d'une législation d'asile commun. On est dans une situation de 27 lois nationales. Je dis 27 parce que mon pays n'a même pas une loi nationale d'asile, pour être clair. Et donc, le chaos et le casse-tête, même pour les réfugiés eux-mêmes, c'est vraiment dramatique. Mais entre-temps, on a approuvé la Convention de Dublin. Et là, je pense que finalement, ce ne sera pas vite fait. L'Europe parfois est très très lente. Mais c'est vrai que les limites de Dublin et le fait que c'est difficile à pratiquer, voire impossible, commencent à surgir. Et d'ailleurs, moi je reste convaincu, et donc je le dis seulement avec titre, on peut en discuter après, que Schengen et Dublin ne peuvent pas rester tous les deux. Donc, soit l'un, soit l'autre. Et je pense qu'il faut modifier Dublin, mais il faut sauvegarder Schengen à tout prix. Ça, je fais tout simplement une relation. Je sais que maintenant, c'est plus populaire, voire populiste, de se dire non, 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 on va remettre les frontières nationales. Je vous signale, bon, pas seulement toutes les complications que ça peut apporter aux Européens, comme vous savez, mais seulement un chiffre je voulais vous donner, c'est que si vous prenez évidemment la frontière Schengen, c'est 9000 km, très compliqué parce que c'est vrai que la frontière externe grecque ou italienne n'est pas la même que la frontière externe polonaise, ça c'est clair, mais on a prétendu élargir tout simplement les instruments qu'on avait quand on a démarré Schengen, de les élargir sans les modifier presque à tout le monde. Mais par rapport à ça, je vous fais remarquer que la frontière entre France et Allemagne est 3000 km. Donc, ne fût-ce qu'à niveau de coût-bénéfice, peut-être c'est mieux de, comment dire, réformer Schengen, mais de renforcer Schengen avec des instruments plus appropriés, parce que les frontières ne sont pas toutes du même type. Par contre, on a prétendu prendre les instruments de Schengen et les élargir, voire à la Grèce, par exemple, qui a des frontières un peu plus compliquées pour des raisons qui sont évidentes, ou l'Italie, qui a une frontière très longue et très compliquée pour des raisons géographiques, et on ne peut pas changer. Hein. Je vous signale, peut-être on peut changer Schengen, changer la morphologie italienne, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je pense que s'attacher de toute façon à la question de l'intégration et à la question européenne, c'est vraiment, à niveau européen, le mieux qu'on puisse faire, et peut-être c'est le plus difficile. Mais je reviendrai après. Je suis de toute façon assez bien impressionné du fait qu'au moins dans beaucoup de pays, il y a eu quand même une réaction assez importante pour dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre terroristes et réfugiés ou terroristes et immigrés. Ça a été très important de le dire très haut et très fort, parce que pas seulement la grande partie des réfugiés sont les victimes même de Daesh, de toute évidence, mais parce que c'était une amalgame qui commençait à prendre des racines importantes et qui continue à le prendre malheureusement dans certains pays européens. Donc, je n'ai pas besoin de faire nom et prénom, mais c'est vrai qu'il y a une autre réflexion à faire sur l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a des critères pour rentrer en Europe, pour entrer en Europe. Une fois que vous y êtes, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de critères. On a des critères économiques, voire et démocratiques, donc pour rentrer en Europe, les critères de Copenhague, mais une fois rentré, moi je suis franchement étonné qu'il n'y a pas l'application de l'article 7, par exemple, du traité de Lisbonne, par rapport à certains pays qui sont européens. Et pour ne pas cacher mes mots, puisque je l'ai dit, je parle par exemple de l'Hongrie, et je parle maintenant aussi de la Pologne. Et là, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas des instruments.
L'article 7 du traité de Lisbonne, on l'a négocié exactement après le phénomène Haider, vous vous rappelez peut-être, où la réaction européenne avait été un peu, disons, pas très cohérente. On l'a invité à certains sommets et à pas d'autres. On lui serrait la main quelqu'un, mais pas d'autres. Bon, tout. Et à la fin, c'est bien Verhofstadt, justement, en tant que président, et Schüssel, qui ont négocié l'article 7. Et l'article 7 prévoit exactement les procédures d'appel à l'ordre par violation des traités constituants, et donc des droits de l'homme, etc. J'ai vu rien de réaction de tout ça. J'ai vu une tentative au Parlement européen par le groupe libéral qui a été bloquée par les autres grands groupes. Et pour le moment, je ne vois aucun rappel, disons, aux valeurs fondamentales de l'Europe qui sont directement et publiquement mises en cause par justement certains pays. Et je rappelle que moi j'ai eu des frissons, franchement, quand j'ai entendu l'allocution du président Premier ministre Orbán au congrès de son parti, quand il a dit il faut défendre. Bon, la démocratie libérale a fait faillite. Il faut revenir sur une démocratie illibérale, ce qui est un peu compliqué à expliquer, mais qui a un exemple d'application assez proche dans notre région, et défendre l'Europe chrétienne. Donc, avec une position assez claire pour laquelle les réfugiés sont un instrument pour arriver à un but qui est un but politique, sur lequel maintenant l'alliance avec la Pologne, ça me paraît de plus en plus étroite et donc préoccupante. Mais là, je répète, on aurait quand même les moyens d'entamer un dialogue public et réel avec ces pays, parce que l'article prévoit exactement toutes les procédures pour y arriver, et c'est pas vrai que c'est immédiatement, comme on dit, la guerre nucléaire, c'est-à-dire le point final qui est la suspension du droit de vote. C'est toute une longue procédure, plus ou moins comme l'infraction pour les directives, comme vous savez, c'est des procédures assez lentes, et qui donnent la possibilité de réaction des pays ou de se mettre en mesure. Ça, j'ai rien vu et ça me préoccupe parce que justement la question réfugiés, à mon avis, est plus explosive, disons, de la crise économique, où on a constaté par contre qu'on n'avait pas les instruments adéquats pour faire face à la crise financière, qui après est devenue une crise sociale et après une crise politique, de toute évidence. Mais là, on a découvert qu'on n'avait pas de governance en place pour faire face. Donc, on a fait chaque fois à la dernière minute et avec des gestions, disons, discutables. Mais ce qui est en cause, qui me préoccupe beaucoup plus, maintenant sur la question réfugiés, Schengen, libre circulation, c'est la mise en cause des valeurs portantes de l'Europe. Ce n'est pas seulement une question économique qui a déjà évidemment toute son importance aussi pour les reflets politiques, mais maintenant ce qui est mis en cause, c'est les bases essentielles sur lesquelles l'Europe a voulu se bâtir et qui ont donné des résultats extraordinaires. La mise en cause de Schengen et le retour éventuel et hypothésé par quelqu'un aux frontières nationales, il faut bien le réfléchir parce que c'est effectivement, je comprends les mesures d'émergence qui sont prévues d'ailleurs, donc l'application du droit et du droit communautaire nous aide parce que dans des cas exceptionnels et communiquer à la Commission, c'est possible en cas d'urgence d'appliquer des normes justement d'émergence. Mais une chose, c'est l'application du droit communautaire dans des moments exceptionnels. Une chose, c'est la mise en question, disons, du concept même de Schengen, plus ou moins révisé, comment on voudra faire. Finalement, deux questions tout simplement, et après on ouvre le débat. Il y a donc, dans ce dossier que je veux traiter,
une dimension de réaction interne européenne que j'ai un peu signalée sur plusieurs domaines et dossiers. Tout le monde a parlé, donc je ne vais pas approfondir, de la faillite du système d'intelligence et de communication. C'est un vieux dossier. Moi, j'étais beaucoup plus jeune quand on a commencé à en discuter. Et on est toujours là. C'est-à-dire que le manque de confiance, plus ou moins réel, plus ou moins motivé, par rapport à des partenaires européens, est toujours sur la table. Je ne veux pas partager mes informations avec je ne sais pas qui après va le vendre à je ne sais pas qui. Et j'entends ça depuis que j'étais beaucoup plus jeune, pour être clair. Là, à régler, mais je ne vais pas approfondir parce que vous lisez les journaux comme moi. Donc, tel monsieur, ils vivent en Belgique, ils opèrent à Paris, ils passent par l'Italie, ils embarquent à Bari, ils font un tour en Grèce, ils reviennent par Bari, ils roulent en voiture jusqu'à Verona et après, tu le retrouves à Paris. Et c'est exactement l'histoire de ces dernières semaines du monsieur qu'on cherche partout. Donc il y a là quelque chose à mettre en efficacité, même si c'est coûteux point de vue politique. Mais je pense qu'un choc comme Paris doit nous amener évidemment à quelque chose de plus solide. On ne peut pas continuer. D'autant plus que le terrorisme de troisième génération qu'on voit maintenant, c'est bien des gens qui ont vécu chez nous ou qui vivent chez nous. Et donc c'est tout à fait différent, disons, de Al-Qaïda qui avait une autre méthode, disons, de réaction. Et maintenant, l'évolution du terrorisme, ça doit amener aussi à des évolutions de notre part. Parce que c'est un phénomène, je pense, différent. Donc une intelligence commune européenne tant qu'on peut, mais ça, j'espère que ce soit un dossier que soit prise vraiment à cœur. Parce qu'il n'y a pas moyen de mettre un policier à côté de chaque citoyen. Ça, c'est évident. Et le seul moyen qu'on peut tracer les gens, ça, c'est plus la liste des avions et des passagers d'avion. Mais ça, c'est le dossier que vous connaissez. Deuxième question de politique, par contre, disons étrangère. Et là, je vais vite. Moi, j'insiste à dire que ce qui se passe, je sais que c'est une analyse jusqu'à maintenant pas trop partagée, je vois que ça commence à venir. Moi, j'insiste à dire depuis quelques années, que c'est surtout une guerre intra-sunnite. C'est avant tout leur guerre pour l'hégémonie, et pas seulement une hégémonie culturelle, je veux bien une hégémonie territoriale, politique, entre les familles sunnites. D'un côté, les wahhabites, salafites, disons, monarchie du Golfe. De l'autre côté, l'islam politique, par voie électorale, je veux bien souligner, pas par voie démocratique, par voie électorale, de l'islam politique qui fait des frères musulmans, si vous voulez, avec le soutien notamment de la Turquie et du Qatar. Plus, il y a d'autres pays qui je dirais en italien, c'est barcamenano. Dont, par exemple, la situation difficile, mais que je ne vais pas approfondir aujourd'hui avec vous, de l'Égypte, mais qui est une pièce importante, 90 millions d'habitants, etc., mais dont la situation est un peu compliquée. Donc, c'est d'abord, à mon avis, une guerre intra-sunnite, avec des puissances régionales, que ça fait 20 ans, moi je ne savais même pas où c'était le Qatar. Mais je m'occupais de politique étrangère, mais le Qatar, le pauvre, je ne l'avais pas découvert en termes de puissance, pas tellement militaire, mais de puissance financière, de puissance idéologique. Regardez que la chaîne Al Jazeera, à partir des années 2000, on pourra en discuter, et le contrepoids, c'est la chaîne Al Arabiya, et on pourra en discuter, mais c'est un instrument formidable, les deux. On a essayé de contrecarrer de façon vraiment maladroite, c'est les Américains qui à un certain moment se sont inventés la chaîne Al Hurriya,
que ça veut dire liberté. Et ça a été un peu maladroit. Ça s'ouvrait la chaîne avec un spot de Bush avec son petit chien, etc. Bon, c'était pas tellement attrayante, disons. C'était un peu, disons. J'ai vécu de l'année 2000 à 2005 en Égypte et au Yémen, en Afghanistan, etc. Et effectivement, la puissance et la révolution, pas tellement d'Internet, mais la révolution qui a commencé avec Al Jazeera et Al Arabiya, ça, on ne pourra jamais le souligner suffisamment. Pour deux raisons. D'abord, c'est des chaînes très bien faites, très intéressantes, dont les news sont biased, si vous voulez, mais ça, on connaît même chez nous, hein. Il ne faut pas aller chercher quelque part. Nous, d'ailleurs, on a 3 chaînes pour plaire à tout le monde, donc on sait faire ce truc. Mais c'est formidable. Et si vous comparez ça avec les télévisions nationales, qui étaient d'un aburrimiento, d'une noia, comment tu dis, une ennui total. 5 heures de Moubarak, 2 heures de Madame Moubarak, 2 heures, etc., etc. Mais bon, à Tunisie, c'était pareil, hein, 2 heures de Ben Ali, etc., etc. Et tout à coup, Al Jazeera arrive professionnellement formidable, une ouverture sur le monde et professionnellement vraiment très intéressant. Tant et c'est vrai que pendant les révolutions arabes, ou le soi-disant printemps arabe, quand les chefs d'État sont allés à la télévision comme d'habitude pour faire appel au peuple, résultat, personne ne regardait ni la télévision nationale, ni l'appel au peuple. Tout le monde était branché ailleurs. Et regardez que ça a posé beaucoup de questions, même positives. Moi, j'ai vu des amis à moi qui me disaient, mais attends, comment se fait-il qu'au Maroc, ils sont musulmans comme moi et ils votent? Et pourquoi moi pas? Moi, je n'ai pas le droit à voter, mais ils sont musulmans comme moi. Hein? Et donc, qu'est-ce que ça cloche? Et par exemple, la représentation des différentes façons d'interpréter le Coran, ça a été quelque chose de très important, positif ou négatif, comme vous voulez, mais de très important. De toute façon, si on regarde la Méditerranée, moi, j'ai proposé depuis quelque temps, inutilement, d'avoir un commissaire européen à la Méditerranée, c'est-à-dire au voisinage sud. Je pense que même si c'était une bonne intention d'avoir un commissaire au voisinage qui était Est et Sud, dans une même structure, une même responsabilité politique, etc., je pense que le temps est bienvenu de séparer les deux choses. D'ailleurs, c'est 2 régions qui sont complètement différentes, à mon avis, qui doivent être traitées de façon différente, avec une clarté de responsabilité politique, une clarté budgétaire et une clarté aussi de méthode. Et je pense aussi, ça n'a pas été retenu, on a préféré avoir le commissaire à l'immigration qui a évidemment très peu d'instruments, mais moi je reviens sur l'idée que c'est important, pas seulement les relations bilatérales, mais c'est important d'avoir un point de coordination avec un budget clair et avec une structure qui puisse vraiment être en dialogue avec les pays du sud de la Méditerranée qui veulent avoir des relations plus étroites avec l'Europe. Comme vous savez, pas tout le sud de la Méditerranée veut avoir des relations plus étroites avec l'Europe. C'est clair. Et à mon avis, il faut miser sur ceux qui ont vraiment l'intérêt, la nécessité ou l'intérêt, comme vous voulez, d'avoir une relation plus étroite avec l'Europe. Et j'espère que cette réforme pourra prendre pied le plus tôt possible, parce que si vous voyagez dans ces régions, la première chose qu'ils vont vous dire, nous, à Bruxelles, on ne sait pas avec qui parler. On n'a pas un interlocuteur politique. Donc, on continue à appeler Rome quand c'est possible. Paris, évidemment, c'est presque automatique. Londres, parce que quelqu'un, c'est plutôt anglophone. Mais on leur offre même pas une possibilité
disons, d'une interlocution politique à niveau européen. Même le commissaire actuel pour sa culture, le président du Conseil, ce n'est pas sa faute, mais ils ont plutôt des attentions envers l'Est européen, ce qui est aussi problématique. Donc, je ne veux pas dire que non, mais moi, je pense qu'il faut équilibrer et miser. Et c'est bien l'Italie, la France ou la Grèce ou d'autres qui doivent poser cette question. Ce n'est pas la Finlande qui va poser la question prioritaire de la Méditerranée. C'est bien à nous de poser la question prioritaire de la Méditerranée et faire évidemment des propositions qui sont de réformes structurelles et de réformes politiques. Ce n'est pas vrai qu'on doit faire le même modèle de développement avec la Serbie ou avec le Maroc. Ça, c'est hors question. C'est même une question de langage, c'est même une question de culture, c'est tout un tas de... Même si vous pensez au-delà du commerce, au réseau universitaire possible ou à d'autres éléments possibles, pas beaucoup, parce que mais de toute façon, c'est une partie du monde qui a une culture, une histoire tout à fait différente qu'il faut connaître pour ne pas se tromper d'un côté et de l'autre. Finalement, je veux dire un mot sur, parce que je ne veux pas échapper, sur la réaction militaire à Daesh. Tout d'abord, moi, j'ai aucune question idéologique anti-militaire. J'étais à faveur de l'intervention au Kosovo, par exemple, donc ce n'est pas là ma préoccupation. Ma préoccupation d'une réaction purement militaire, je souligne purement militaire, est de deux niveaux. Le premier, c'est une question d'efficacité. En connaissant un peu la situation, comme tout le monde d'ailleurs, de toute façon, même les militaires vont vous dire, vous n'allez pas battre une idéologie avec des bombes d'en haut. Mais ce qui me préoccupe encore plus, c'est que, effectivement, nous avons une alliance, la plus grande au monde contre Daesh. C'est 65 pays, en théorie, sur la liste. Je dois encore voir un pays qui ne soit pas dans la coalition. Mais de toute façon, elle est sur pied depuis un an. L'efficacité est comme vous la voyez. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette coalition. Et ce qui ne va pas, c'est que beaucoup de pays dans la coalition ont des agendas tout à fait différents et parfois contradictoires. C'est pour ça qu'on essaye une coalition, disons, plus cohérente. Mais faisons gaffe à ne pas répéter l'histoire des Occidentaux contre les Arabes. Il faut absolument appeler les amis alliés traditionnels arabes, finalement, à décider s'ils veulent faire quelque chose ou non. Je sais bien qu'on touche là un élément de politique étrangère très sensible. Les monarchies du Golfe, les Wahhabites, si vous voulez, sont des alliés historiques. Sont des alliés historiques, pas seulement nous, mais aussi des Américains. Je rappelle que 3000 morts à New York n'ont pas réussi à mettre en discussion l'alliance historique États-Unis-Arabie Saoudite. 3000 morts. On sait très bien pourquoi. Donc, mais le moment est venu d'appeler aussi nos amis arabes à ses propres responsabilités. Et j'espère qu'on arrivera à éviter l'énième coalition perçue occidentale contre, etc. D'ailleurs, c'est la perception qui est vendue aujourd'hui par les mêmes chaînes que je vous disais avant. Donc j'ai, si vous voulez, des préoccupations de méthodologie, à part le fait que tout le monde exclut évidemment des militaires au terrain, et là alors ça devient plus compliqué. Mais évidemment la solution n'est que diplomatique, ça on l'a déjà entendu, mais il y a un élément qui est différent et c'est que ce n'est pas seulement le niveau international, les États-Unis, pays européens, quelques-uns, et Russie, point à la ligne. Il y a un niveau de puissance régionale qui n'était pas là, ça fait 30 ans, qui s'appelle, si vous voulez, Turquie,
Koweït, Qatar, Emirates, Arabie Saoudite, etc., qui ont des intérêts contraposés les uns aux autres. Regardez la question Turquie-Arabie Saoudite, pour être clair, et qui après ont aussi l'ennemi historique depuis 1400 ans, les chiites, avec toutes les répercussions. Donc il y a une réalité importante régionale, plus les milices, plus qui ont des parrains d'un côté et de l'autre. Les milices n'arrivent pas comme ça. La prise de Mossoul était une ville très bien défendue. C'est évident qu'on ne prend pas Mossoul avec un pistolet à eau. Ça, quelqu'un a dit. Et voilà donc la situation. C'est pas, c'est des préoccupations, si vous voulez, de façon culturelle, de façon d'efficacité. Et je pense que les chefs d'État vont bien réfléchir sur ça, parce que personne ne veut répéter de toute évidence que ce soit la Libye ou que ce soit l'Irak en 2003.